Concentrez-vous un instant et imaginez le visage d'un scientifique. Vous imaginez sûrement une chevelure blanche, en bataille, une moustache, des yeux à la fois fatigués et brillants, comme s'il regardait toujours un peu plus loin que les autres. Vous voyez de qui je parle. Vous n'avez même pas besoin qu'on dise son nom. C'est évident. Einstein. Et ça, déjà, c'est un phénomène. Parce qu'il y a des milliers de scientifiques brillants qui ont changé le monde. Mais lui, il est devenu une image, une icône, le symbole même du génie. Au moment où je vous parle, vous imaginez sûrement la fameuse photo où ce grand monsieur tire la langue car lassé des paparazzis de l'époque. C'est aussi l'homme à qui on pense dès qu'on parle de quelqu'un de super intelligent. Même les gens qui n'ont jamais étudié une ligne de physique savent qui il est. Même ceux qui n'ont aucune idée de ce que veut dire E égale mc². Et pourtant, ils savent, c'est Einstein. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait de si incroyable? Pourquoi son nom est resté quand tant d'autres sont oubliés? C'est pas juste une question de science, en fait, il y a quelque chose de plus profond, de plus universel. Quelque chose dans son parcours, dans ses idées, dans sa manière de penser. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Aujourd'hui, on va remonter le fil du temps. On va laisser de côté le personnage public, les photos connues, les citations qu'on ressort à toutes les sauces. Et on va aller voir ce qu'il y a derrière. L'homme, ses pensées, son époque. Ce monde dans lequel il est né, à la fin du 19e siècle. Un monde encore figé dans les lois de Newton. Un monde où l'espace et le temps sont des choses rigides, bien séparées sans surprise. Un monde qui croit encore pouvoir tout mesurer, tout expliquer. Et dans ce monde bien rangé, va naître une révolution. Mais Einstein, ce n'est pas juste le génie de la relativité. Il a mis son nez dans presque tous les grands débats scientifiques de son époque. Il a participé à l'émergence de la physique quantique, même s'il a fini par s'en méfier. Il a proposé des idées visionnaires, certaines confirmées bien après sa mort. Et il s'est aussi trompé, parfois. Il a résisté à certaines découvertes, il a douté, et il a eu peur que le monde devienne trop incertain, trop flou. Et au-delà de la science, il y a l'homme, le pacifiste, le juif menacé par les nazis, le penseur libre qui refusait les frontières, les dogmes, les nationalismes. Puis, on parlera aussi de son rapport à la bombe atomique. Mais du coup, vous pouvez me demander, parmi toutes les personnalités scientifiques, pourquoi Einstein? Eh bien parce que son histoire, c'est un peu plus que l'histoire d'un physicien. Alors, on y va. On entre dans la tête d'Einstein. Et vous allez voir, c'est tout sauf tranquille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est la première vidéo d'un tout nouveau format. Donc c'est un format que vous allez revoir régulièrement toutes les semaines où en fait on va faire le portrait d'un scientifique. Donc ça peut être n'importe qui et je vous laisserai me dire en commentaire le scientifique dont vous voudriez qu'on parle la prochaine fois. Et en parlant de prochaine fois, sachez que maintenant on passe à 3 vidéos par semaine. Il y aura une vidéo tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. Donc pour tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne et qui veulent pas louper les prochaines vidéos qui sont d'ailleurs incroyables, pépites vraiment, je peux pas vous dire mais ça va être génial. Enfin en tout cas les sujets vont être incroyables. Donc pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si jamais si vous souhaitez avoir les vidéos en avant-première avec encore plus d'exclusivité et avoir plusieurs avantages, eh bien vous pouvez rejoindre la chaîne, j'en parle de moins en moins mais c'est toujours présent et merci à tous les membres qui sont déjà présents. Alors pour la rejoindre, vous avez juste à scanner ce QR code là, sinon il y a le lien en description ou en commentaire épinglé. Et enfin, juste avant qu'on commence, moi j'ai une petite question, c'est un débat que j'avais eu avec un pote il y a pas très longtemps. C'est quoi le meilleur âge pour avoir des enfants? Alors aucun rapport avec la vidéo du coup là, mais vraiment je pose cette question à vous parce que mon pote me disait que c'était mieux d'avoir des enfants jeunes pour avoir un meilleur rapport avec ses enfants genre 25, 30 ans. Mais moi je suis en mode je préfère vivre ma vie à fond, voyager etc. Parce que après quand t'as des enfants, je pense que c'est différent. C'est pas forcément, enfin ça peut être mieux peut-être, je sais pas, mais c'est très différent et j'aime plus l'idée de me concentrer sur des projets perso et après faire des enfants, je sais pas, à 35, 40 ans quoi. Donc voilà, dites-moi un peu, j'ai envie d'avoir des avis, voilà. Aucun rapport avec la vidéo encore une fois, mais vous avez l'habitude maintenant dans les introductions. On fait tout sauf parler de la vidéo. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Si vous souhaitez aller voir mon podcast Mystère Étoile, pareil, il y a les vidéos toujours un jour en avant-première là-bas. Il y a le QR code qui s'affiche ici, sinon il y a le lien en description. Sur ce, on est parti. Avant Einstein, il faut bien comprendre dans quel monde on est, parce qu'il ne débarque pas dans le vide. Il arrive à un moment très particulier de l'histoire des sciences. Un moment étrange, presque paradoxal. On est à la fin du 19e siècle. À cette époque, les scientifiques sont plutôt confiants. Ils pensent avoir presque tout compris. Les grandes lois de la nature semblent être là. Le mouvement, la gravité, la chaleur, la lumière, les gaz, les planètes, tout ça semble sous contrôle. Il y a des équations, des expériences, des prédictions qui marchent super bien. On est en train d'exploiter l'électricité. On a des moteurs, des télégraphes, des ampoules. On peut même faire des calculs pour envoyer un obus, faire tourner une turbine ou prévoir une éclipse. C'est l'époque de la science qui brille, celle du 19e siècle, celle qui impressionne, qui sert l'industrie, qui transforme les villes, les vies, le monde entier.
À ce moment-là, on se dit que la nature est comme une grande machine bien huilée, avec des rouages qu'on est en train de démonter un par un, pour tout comprendre. On parle même de la fin de la physique, littéralement. Certains, comme Lord Kelvin, disent « il ne reste plus qu'à mesurer avec plus de précision ». Les lois sont là, le reste, c'est des détails. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en parallèle de cette certitude, il y a des petits trucs qui clochent, des détails, justement, qui résistent. Des phénomènes qui ne collent pas aux lois bien établies, comme des grains de sable dans une mécanique trop parfaite. Kelvin parle de 2 nuages qui assombrissent le ciel de la physique. Mais avant de rentrer là-dedans, il faut dire 2 mots sur les fondations de cette mécanique, parce que c'est ça le socle intellectuel dans lequel Einstein va naître. À cette époque, la physique repose sur 2 piliers. D'un côté, la mécanique de Newton, 3 lois simples, élégantes, qui décrivent comment les objets bougent, comment les forces s'exercent et comment tout ça s'articule. C'est une physique très intuitive. Si je pousse une balle, elle accélère. Si je lâche une pomme, elle tombe. Et si je connais la position et la vitesse de tous les objets d'un système, je peux tout prédire. Le futur devient calculable, précis, inévitable et surtout prévisible. Et puis, de l'autre côté, il y a l'électromagnétisme. Et là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, les équations de Maxwell. C'est la grande unification de l'électricité, du magnétisme et de la lumière. Ces équations sont incroyables. Elles décrivent comment les champs électriques et magnétiques se créent, se propagent et s'influencent. Et elles disent surtout quelque chose d'énorme. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Elle se propage à une vitesse fixe, peu importe la source et peu importe l'observateur. Et là, ça commence à coincer. Parce que la mécanique de Newton, elle, fonctionne avec un temps universel, un temps absolu, un espace qui est pareil pour tout le monde. Comme s'il y avait une horloge géante dans l'univers, qui tourne de la même façon pour tous. Mais Maxwell, lui, il dit autre chose. Il dit que la lumière a toujours la même vitesse. Même si vous bougez, même si la source bouge. Et ça colle pas avec la logique newtonienne qui repose sur ce qu'on appelle la relativité galiléenne. Il faut bien comprendre que c'est Galilée qui a inventé le principe de relativité. Et si vous avancez en marchant de 5 km/h dans un train qui va lui-même à 300 km/h, alors quelqu'un depuis le quai vous voit vous déplacer à 305 km/h. C'est aussi simple que ça. Mais ce comportement ne semble pas coller avec la lumière, selon les équations de Maxwell. Alors pour essayer de rattraper ça, les scientifiques de l'époque inventent des choses. On imagine par exemple qu'il existe un éther, un genre de fluide invisible, absolu, qui remplirait tout l'espace, et qui permettrait à la lumière de se propager. C'est un peu comme des vagues sur l'océan. Mais sauf que le problème, c'est qu'on cherche cet éther, et on ne le trouve jamais. Et le coup de grâce, c'est l'expérience de Michelson et Morley en 1887. Ils construisent un appareil ultra précis pour détecter le mouvement de la Terre à travers l'éther. Et résultat, rien. Aucun effet mesurable. Comme si l'éther n'existait pas. Comme si la lumière se moquait totalement du mouvement de l'observateur. Et là, c'est la panique. Parce que si l'éther n'existe pas, alors quoi ? Qu'est-ce qui transporte la lumière ? Comment expliquer sa vitesse constante ? Est-ce que le temps et l'espace sont vraiment ce qu'on croit ? On commence à sentir que les fondations sont bancales, que quelque chose ne tourne pas rond. Dans la même veine, il y a aussi la précession du périhélie de Mercure. Ça entre dans la même catégorie qu'avec l'éther. Pour faire simple, Mercure orbite de manière elliptique autour du Soleil. Et ce qu'on appelle le périhélie, c'est la distance la plus petite entre le Soleil et l'astre, donc Mercure. Et le périhélie précesse, c'est-à-dire que cette distance change de direction. Un peu comme une toupie qui tourne autour de son axe de rotation. Cet axe de rotation va décrire des cercles pendant la rotation de la toupie. On dit que la toupie précesse. Et c'est la même chose avec Mercure. Et les lois de Newton prédisent une valeur de cette précession qui est de 531,7 secondes d'arc par siècle. Mais il y a un problème. C'est qu'on a mesuré cette valeur et elle n'est pas en accord, car elle vaut 574,8 secondes d'arc par siècle. Il y a donc environ 43,1 secondes d'arc par siècle inexplicables. Mais c'est pas la seule faille. Par exemple, il y a un autre mystère, qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Quand on chauffe un objet, il émet de la lumière. Au début, rouge, puis orange, puis blanc. Bon, ça paraît simple.
Mais quand on essaie de prédire exactement la couleur de la lumière en fonction de la température, avec les lois classiques, ça explose. Littéralement. Les équations donnent une intensité infinie dans l'ultraviolet. Un truc absurde. Pour faire simple, selon les équations de l'époque, si vous craquiez une allumette, vous recevriez tellement de rayons X et gamma que vous crameriez sur place instantanément. Ce qui est absurde. On appelle ça la catastrophe ultraviolette. Et là encore, on voit que les lois qu'on croyait solides sont en train de craquer. Et c'est pas juste une anecdote de laboratoire, ça touche la matière elle-même. À cette époque, on commence à explorer l'intérieur des atomes. On découvre les électrons. On commence à comprendre que la matière est faite de particules minuscules. Et que là aussi, les lois classiques ne suffisent plus. Les électrons ne se comportent pas comme des billes. Ils sont étranges. Ils vibrent, ils sautent, ils défient l'intuition. Mais tout menace de s'écrouler. On ne comprend pas la lumière. On ne comprend pas l'électron. On ne comprend pas pourquoi certaines lois s'effondrent quand on descend à l'échelle de l'infiniment petit, ou qu'on va trop vite. Et c'est dans ce contexte-là qu'Einstein arrive, en 1879, à Ulm, en Allemagne. À ce moment-là, être scientifique, c'est un peu comme être à la fois artisan et philosophe. Les grandes figures de la science sont respectées, admirées. On leur construit des labos, on leur donne des positions universitaires prestigieuses, on les écoute. Mais ce sont aussi souvent des gens issus des bonnes familles, bien formés, bien intégrés dans le système académique. Et Einstein, lui, n'entre pas trop là-dedans. Il est en partie suisse, il est jeune, il n'a pas de poste et il n'est pas bien vu par tous ses profs. Et il travaille à l'office des brevets de Berne, en Suisse. Et pourtant, ce type va regarder les failles du système, les contradictions, les bugs, et au lieu d'essayer de les réparer, il va dire « Et si le problème n'était pas les équations, mais notre manière de penser ? Et s'il fallait changer notre vision du temps ? Et s'il fallait reprogrammer toute la machine ? C'est ça, la révolution d'Einstein. Mais comment a-t-il pu penser tout ça ? Eh bien la réponse est en partie due à son enfance. Déjà, on va casser un peu le mythe. Einstein n'a jamais été mauvais en maths ni en physique. En fait, il était très bon. Il a maîtrisé le calcul différentiel avant même d'avoir fini le lycée. Et ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il n'aimait pas l'école. Alors pas parce qu'il n'était pas capable de suivre, mais parce qu'il détestait l'autorité. L'apprentissage par cœur, les cours trop rigides, trop fermés, il voulait comprendre, pas réciter. Il voulait poser des questions, pas juste cocher des cases. Et ça passait mal. Surtout dans le système scolaire allemand de l'époque, très strict, très militaire dans l'esprit. Il raconte lui-même que certains profs lui disaient « Tu ne réussiras jamais, tu ne respectes rien ». Et ça l'a marqué. Très tôt, il a commencé à se méfier des figures d'autorité. Il avait un esprit libre, mais pas rebelle pour se faire remarquer. Quand il était petit, il a grandi à Munich, dans une famille juive, pas très religieuse, plutôt modeste, mais curieuse et très à cheval sur les manières. Son père est ingénieur et représente surtout la figure d'autorité parce qu'il était très strict. Mais sa mère était musicienne et permettait à Einstein de s'épanouir quand son père avait le dos tourné. À la maison, la famille Einstein aimait la science, la technique, les arts. Il se passionne très tôt pour la lumière, pour les aimants et pour les boussoles. Il dit que le moment où il découvre qu'une aiguille pointe toujours vers le nord, c'est un choc. Il se dit, il se passe quelque chose d'invisible dans l'espace. Il y a une force que je ne vois pas, mais qui agit. Cette idée-là ne le quittera jamais. Quand il est ado, il quitte l'Allemagne avec sa famille et part vivre en Suisse. Il finit par intégrer l'école polytechnique de Zurich. Et c'est là qu'on voit le vrai Einstein. Il est brillant, très brillant. Mais il ne rentre pas dans le moule. Il n'excelle pas en botanique, en langue, en matière générale. En fait, il s'en fiche un peu. Il veut comprendre la physique, les fondements, les théories profondes. C'est ça qui l'intéresse. Et les profs ne l'aiment pas tous. Certains le trouvent trop arrogant, trop indépendant. Il ne prend pas bien les consignes. Il préfère discuter avec ses quelques amis, lire par lui-même, refaire les démonstrations et remettre en question ce qu'on lui dit. Résultat, à la fin de ses études, il est à 2 doigts de redoubler et il a du mal à trouver un poste. Aucun professeur ne le recommande. Il est diplômé, mais sans réseau, sans appui, sans perspective dans le monde universitaire. On ne veut pas de lui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Berne, en Suisse, à l'office des brevets. Un job technique, pas du tout scientifique. Il lit des dossiers, il évalue des inventions, et c'est pas passionnant sur le papier, mais ça paie les factures. Et surtout, ça lui laisse du temps. Du temps pour penser,
pour lire, pour rêver. Et là, c'est important de comprendre. Parce que c'est pendant cette période qu'on pourrait croire creuse ou sans intérêt qu'Einstein devient Einstein. Il n'a pas de labo, pas de doctorat, pas de financement, il n'est invité à aucune conférence, il est tout seul, mais il lit tout ce qu'il peut pour être à jour académiquement parlant. Il relit Newton, il relit Maxwell, il lit Marr, un philosophe des sciences qui critique les évidences de la physique classique. Il échange des lettres avec ses amis, avec qui il forme un petit groupe de réflexion qu'ils appellent l'Académie Olympia. Rien d'officiel, juste des potes qui refont le monde. Mais c'est pas juste un passe-temps. Einstein travaille dans sa tête. Il fait des expériences mentales. Il imagine des trains qui avancent à la vitesse de la lumière. Des horloges qui tournent plus lentement. Des rayons qui se réfléchissent dans les miroirs qui bougent. Il joue avec le temps, l'espace, les repères. Il démonte les fondations une à une. Et il pose les vraies questions. Et si le temps n'était pas le même pour tout le monde? Et si la lumière ne dépendait pas du mouvement de la source? Et si la simultanéité n'existait pas vraiment? Il fait pas ça avec des équations compliquées au début. Il fait ça avec son imagination, ce qui, on peut le dire, ne vaut rien d'un point de vue scientifique au début. Mais surtout, il ose. Il ose remettre en question des choses que tout le monde prend pour acquises, parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'a aucun poste à défendre, aucune réputation à maintenir. Et ce que peu de gens réalisent, c'est qu'Einstein n'a pas eu besoin de grosses machines. Il n'a pas eu besoin d'un institut. Il a juste eu besoin d'un bureau tranquille, de quelques bouquins et de beaucoup d'imagination. C'est dans cette solitude qu'il va élaborer des idées qui vont bientôt renverser tout ce qu'on croyait savoir sur l'espace, le temps, la matière et la lumière. Mais avant de parler de ça, il faut revenir à cette année clé, à l'année où tout bascule. Parce que, dans ce petit bureau de Berne, en 1905, cette année est gravée dans l'histoire de la physique, à tel point qu'elle porte un nom. On l'appelle l'année miraculeuse de la physique. L'année où un type inconnu, qui bosse dans un bureau de brevet en Suisse, publie 4 articles en l'espace de quelques mois, qui vont tous, chacun à leur manière, bouleverser la physique. Pas un, mais bien 4. C'est comme si un inconnu débarquait aujourd'hui et publiait d'un coup 4 théories qui remettent à plat tout ce que l'on croyait savoir sur le cerveau, l'intelligence artificielle, l'univers ou les lois fondamentales de la matière, en une seule année. Sans labo, sans institution. Juste avec du papier, un crayon et un cerveau bouillonnant d'idées. Alors, sur quoi portent ces articles? Le premier article, c'est sur l'effet photoélectrique. À l'époque, la lumière est un grand mystère. On sait qu'elle se comporte comme une onde car elle se réfléchit, elle se diffracte, elle interagit avec elle-même et elle forme des figures d'interférence. Un peu comme les vagues dans l'eau, ce qui est typique d'une onde. Donc la plupart des physiciens sont convaincus que c'est une onde. Mais il y a un problème qui ne colle pas. Quand on éclaire certains matériaux avec de la lumière, il se passe un truc étrange. Ils émettent des électrons. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Le souci, c'est que selon la théorie ondulatoire, plus on met de lumière, plus il devrait y avoir d'énergie. Et donc, plus d'électrons devraient être éjectés. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce n'est pas l'intensité de la lumière qui compte, c'est sa fréquence. Même une lumière très faible, mais avec une fréquence suffisante, suffit à éjecter des électrons. Et à l'inverse, une lumière très intense, mais trop basse en fréquence, ne fait rien du tout. Einstein va alors proposer une idée complètement folle pour l'époque. Il dit que la lumière n'est pas qu'une onde. Elle se comporterait aussi comme un flux de petites particules d'énergie qu'on appelle des quantas de lumière. Aujourd'hui, on dit des photons. Et ça, c'est absolument dingue. Parce que ça veut dire que la lumière, qui semblait fluide et continue, est en réalité granulaire, par petits paquets d'énergie. C'est un changement de regard total. C'est le début d'un truc qu'on n'appelle pas encore comme ça, mais qui deviendra l'un des piliers de la physique moderne, la mécanique quantique. À l'époque, peu de gens y croient. Même Planck, le père de la constante de Planck, celui qui a commencé à introduire l'idée de quanta, trouve que c'est un peu trop extrême. Mais plus tard, quand on construit les premiers détecteurs photoélectriques, quand on comprend les semi-conducteurs, quand on invente les cellules photovoltaïques, c'est cette idée d'Einstein qui va servir de base. Le deuxième article porte sur ce qu'on appelle le mouvement brownien. Là encore, c'est une vieille énigme qui était jusqu'alors irrésolue. Si on prend une goutte d'eau avec un peu de pollen et qu'on regarde ça au microscope, on voit les grains qui bougent dans tous les sens.
Ce phénomène, on l'appelle le mouvement brownien, du nom du botaniste qui l'a observé au XIXe siècle. Mais on ne sait pas exactement pourquoi ça bouge. À l'époque, l'existence des atomes n'est pas encore complètement acceptée. Il y a des physiciens qui pensent que c'est juste une modélisation mathématique, une hypothèse pratique. Mais rien ne prouve qu'ils sont vraiment là. Einstein, lui, va faire quelque chose de physicien théoricien, mais très concret. Il va prendre l'hypothèse que les molécules d'eau existent, qu'elles sont en mouvement permanent, et il va calculer ce qu'il se passerait si elles tapaient sur les grains de pollen. Et il montre, avec des équations simples mais puissantes, que ce qu'on observe au microscope colle parfaitement avec l'idée de collision aléatoire entre les grains et les molécules. En gros, il donne une preuve indirecte mais très solide de l'existence réelle des atomes. Et ça, c'est un tournant. Parce que juste après, des expériences plus précises vont confirmer ces prédictions. Et l'atome, qui était encore une idée floue, devient quelque chose de réel, de mesurable. Ce papier-là, c'est un pont entre le monde visible et le monde microscopique. Ensuite, le troisième article porte sur la fameuse relativité restreinte. Là, on entre dans un autre niveau. Mais il n'est pas encore question de relativité générale, donc de gravitation. Ce qu'il attaque ici, c'est un des fondements de la physique classique, la notion de temps et d'espace absolu qu'il imaginait plus tôt. Newton et Galilée pensaient que le temps s'écoulait de la même manière pour tout le monde, et que l'espace était fixe, comme une grande scène de théâtre, où tout se joue. Et c'est une idée intuitive. Une seconde, c'est une seconde. Un mètre, c'est un mètre. Peu importe où on est, peu importe comment on bouge. Alors pour être plus précis, on l'appelle même éther lumnifère, qui signifie qui porte la lumière. Donc comme on l'avait vu avec l'éther, l'expérience de Michelson et Morley, la lumière se propage toujours à la même vitesse, peu importe comment on l'observe. Et ça, c'est incompatible avec la mécanique classique. Alors Einstein veut faire quelque chose d'audacieux. Il accepte les équations de Maxwell comme étant vraies, et il en tire les conséquences. Il dit, si la vitesse de la lumière est la même partout pour tout le monde, alors le temps ne peut plus être le même pour tout le monde, ni l'espace. Il faut repenser entièrement notre manière de voir le mouvement. Et là, il introduit une idée vertigineuse. Le temps dépend du mouvement. Si on va très vite, ton temps ralentit. Et si on observe un objet en mouvement, il semble plus court dans la direction du mouvement. Tout ça n'est pas juste une illusion. C'est réel, c'est mesurable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la relativité restreinte. Parce qu'elle s'applique uniquement dans les cas où il n'y a pas d'accélération, pas de gravité. Et à l'époque, c'est un choc. Parce que ça veut dire que les notions les plus simples à savoir, le temps, la simultanéité, la longueur, ne sont plus absolues. Elles dépendent du référentiel, c'est-à-dire de qui l'observe. Et donc, l'univers devient plus étrange, mais aussi plus cohérent. Et pour finir, le quatrième article, c'est le plus court, mais peut-être le plus célèbre. Celui où apparaît la fameuse équation E égale mc². Il part de sa propre théorie de la relativité restreinte. Et il se demande si le temps et l'espace changent selon le mouvement, alors est-ce que l'énergie et la masse sont liées? Et il montre que oui. Que la masse, ce n'est rien d'autre que l'énergie au repos, et qu'on peut la convertir. Une toute petite quantité de masse peut libérer une énorme quantité d'énergie, parce que c'est multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Et ça, c'est pas juste de la théorie, c'est ce qu'on observe dans les étoiles. C'est ce qui explique pourquoi le soleil brille. Il transforme de la masse en énergie par fusion nucléaire. Et je viens de faire le calcul. D'après les équations d'Einstein, le soleil perd environ 5 milliards de kilogrammes par seconde dû au rayonnement qu'il nous envoie. Et plus tard, c'est ce qu'on exploitera dans les centrales, dans la recherche, et malheureusement, dans les bombes atomiques. Il faut bien se dire que tout ça, c'est en une année, à 26 ans seulement, depuis son bureau sans poste officiel et son labo. Mais comment la communauté scientifique réagit alors à tout ça? Eh bien, doucement, il ne s'est pas passé grand-chose. Les premiers temps, beaucoup de physiciens passent à côté. Certains ne prennent même pas la peine de lire. D'autres trouvent ça trop radical. Einstein n'écrit pas comme un savant. Il écrit simplement. Presque trop simplement pour certains. Mais petit à petit, les gens commencent à comprendre. Il y a une logique implacable. Une cohérence dans ce qu'il dit. Et surtout, ses idées résolvent des problèmes concrets.
alors les réactions changent. Planck, par exemple, repère rapidement son travail. Il commence à le défendre. Puis d'autres suivent. En quelques années, Einstein devient une figure. Il est invité à donner des conférences. On commence à lui proposer des postes. Il sort de l'ombre, lentement, mais sûrement. Et dans sa vie personnelle, tout change aussi. Il quitte l'office des brevets et il entre enfin dans le monde académique. Il enseigne, il voyage, il discute avec les plus grands, mais il reste fidèle à lui-même. Toujours aussi curieux, toujours aussi critique. Et il continue de creuser. Parce que dans ce qu'il vient de faire, il sent qu'il y a encore quelque chose de plus grand, de plus profond. Il veut comprendre la gravité. Il veut aller plus loin que Newton. Il veut comprendre comment l'espace et le temps eux-mêmes peuvent être courbés. Et cette idée-là va le mener vers ce qu'on appellera plus tard la relativité générale. Bon, honnêtement, après 1905, Einstein aurait pu s'arrêter là. Il avait tout changé. Les atomes, la lumière, le mouvement, l'énergie, mais dans sa tête, il y avait encore une énigme qui le travaillait. Comme une pièce manquante dans le puzzle. Il avait transformé notre vision de l'espace et du temps, mais il manquait un truc fondamental, la gravité. Parce que ce que Newton appelait la force gravitationnelle, cette force mystérieuse qui attire les choses entre elles, ne collait pas avec la relativité restreinte. Rien que les outils mathématiques étaient différents, et ne pouvaient pas concorder. Puis, la gravité, chez Newton, agit instantanément, même à distance. Selon lui, si le Soleil disparaissait d'un coup, la Terre le sentirait immédiatement. Mais ça, dans la physique d'Einstein, c'est impossible. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc cette vision-là de la gravité ne tient plus. Alors, il s'est mis à réfléchir pendant des années. Et, en 1907, alors qu'il travaille encore au bureau des brevets, il a ce qu'il appellera la plus heureuse idée de toute sa vie. C'est une intuition puissante. Et cette intuition, c'est ce qu'il a appelé le principe d'équivalence. Il y a deux versions de ce principe. Une version dite faible et une version forte. Sa version faible du principe d'équivalence, c'est cette fameuse image. Imaginez être dans une cabine d'apesanteur. On suppose que vous ne voyez pas l'extérieur. Cette cabine est en chute libre. Vous allez vous mettre à flotter. Mais vous ne ressentirez plus votre poids, comme si la gravité avait disparu. Maintenant, vous êtes toujours dans cette cabine, mais elle est dans le vide de l'espace, loin de toute matière. De votre point de vue, dans la cabine, il est strictement impossible de discerner dans quel cas vous êtes. Essayez d'imaginer une expérience, c'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à temps que vous pouvez voir l'extérieur pour voir si vous êtes dans le vide ou sur Terre en chute libre. Maintenant, le principe d'équivalence fort stipule ceci. Imaginez que vous êtes dans la même cabine posée à la surface de la Terre. Vous avez les pieds sur le plancher et tout se passe normalement. Maintenant, on suppose que cette cabine est dans le vide de l'espace et qu'elle est tirée vers le haut avec une accélération constante, identique à celle de la Terre. Là, vous allez ressentir une force qui te plaque au sol, comme si tu étais sur Terre. Et c'est là le cœur du principe d'équivalence fort. Il n'existe aucun moyen, à l'intérieur de cette cabine, de savoir si vous êtes en train de tomber dans un champ gravitationnel ou si vous êtes simplement accéléré. Autrement dit, la gravité et l'accélération, c'est exactement la même chose. Et c'est assez simple, pas d'équation ou de théorème très compliqué, et c'est pourtant ça qui marque le début de la plus grande théorie physique du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est une idée révolutionnaire. Parce qu'elle change tout. Elle dit que la gravité n'est pas une force comme les autres. C'est une propriété de l'espace et du temps eux-mêmes. Et c'est cette idée-là qui va l'emmener presque 10 ans plus tard vers une théorie complètement nouvelle, la relativité générale. Mais entre l'idée de départ et la théorie finale, le chemin est long, très long. Einstein va bosser comme un fou. Il lit beaucoup, il échange avec d'autres physiciens, et surtout, il se rend compte qu'il lui manque un outil, les maths. Il a l'idée directrice en tête, mais pas les maths qui vont avec. Et là, il va se faire aider par un mathématicien, Marcel Grossmann, un ancien camarade d'école. C'est lui qui va l'initier à des outils mathématiques avancés, comme la géométrie différentielle, le calcul tensoriel. En gros, des outils mathématiques qui permettent de décrire un espace qui peut se courber, se tordre ou se déformer. Parce que c'est exactement ce qu'Einstein cherche à faire. Montrer que la gravité n'est pas une force qui attire, c'est la courbure de l'espace-temps. Mais avant d'en arriver là,
il y a des obstacles. D'abord, il faut construire les bonnes équations. Et ça, c'est un défi énorme. Einstein passe des mois à tester des pistes, à essayer des formules, à tout jeter, à recommencer. À un moment, il pense même avoir trouvé la bonne équation, mais quand il l'applique au cas du mouvement de Mercure autour du Soleil, ça donne un résultat faux. Il ne comprend pas, jusqu'au moment où il découvre que la masse du Soleil qu'il utilisait était mauvaise. L'erreur ne venait pas des équations, mais des données. Et là, il comprend qu'il est sur la bonne voie. Petit à petit, tout se met en place. Et en 1915, après presque 10 ans de travail, Einstein publie enfin la théorie de la relativité générale. Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Avant Einstein, l'espace et le temps étaient des décors, le théâtre où la matière évolue. Avec lui, ce ne sont plus des décors, ce sont des acteurs. L'espace-temps est une sorte de toile souple. Et quand une masse est posée dessus, que ce soit une étoile, une planète ou un trou noir, elle déforme cette toile. Elle la fait se courber. Et les autres objets, au lieu de sentir une force, suivent simplement les courbes de cette toile. La gravité, c'est une trajectoire naturelle dans un espace courbé. Mais au début, tout ça reste encore très théorique. Et là, coup de chance, ou génie du timing, il y a une prédiction testable. Einstein dit que si la lumière passe près d'un objet très massif, comme le Soleil, alors sa trajectoire sera courbée. Alors pas parce que la lumière a une masse, car elle n'en a pas, mais parce que l'espace lui-même est courbé. Et justement, en 1919, il y a une éclipse solaire prévue. Ce qui veut dire qu'on pourra observer les étoiles situées juste derrière le Soleil, normalement invisibles, et voir si leur position semble légèrement décalée à cause de cette courbure. Une expédition est organisée par Arthur Eddington, un astronome britannique. Et surprise générale, les mesures correspondent exactement aux prédictions d'Einstein. Pour la première fois, la relativité générale est testée et validée. Et là, Einstein devient une célébrité mondiale, presque du jour au lendemain. Il passe du physicien théoricien un peu isolé à superstar de la science. Les journaux titrent « Une nouvelle théorie de l'univers confirmée ». Puis, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du périhélie de Mercure qui précesse avec 43,1 secondes d'arc par siècle qui ne s'expliquait pas avec Newton? Eh bien, lorsqu'on ajoute un terme correctif relativiste, on obtient exactement cette valeur-là, manquante. Einstein venait de résoudre un des problèmes les plus inexplicables avec sa théorie. Mais au-delà de la gloire, ce qu'il vient d'inventer est un outil pour repenser le temps lui-même. Parce que dans la relativité restreinte, le temps est déjà un peu bizarre. Il dépendait du mouvement. Mais dans la relativité générale, c'est encore plus fou. Le temps dépend aussi de la gravité. Concrètement, ça veut dire que le temps passe différemment selon l'endroit où tu te trouves dans l'univers. Si tu es dans un champ gravitationnel très fort, comme près d'un trou noir ou même juste à la surface de la Terre, ton temps passe plus lentement que pour quelqu'un qui est resté loin de toute masse, dans l'espace lointain. Ce n'est pas une théorie fumeuse, c'est un fait mesuré. On le voit avec les horloges atomiques, on le prend en compte avec les satellites GPS, parce que les satellites en orbite sont plus loin du centre de la Terre et donc dans un champ gravitationnel plus faible. Leurs horloges avancent un peu plus vite que les nôtres. Et si on ne corrigeait pas ça, le GPS ferait des erreurs de plusieurs kilomètres. Donc, Einstein a non seulement changé notre idée de la gravité, mais aussi il a changé notre rapport au temps. Le temps n'est plus ce flux uniforme, universel, absolu. C'est quelque chose de souple et surtout de relatif. Quelque chose qui peut s'étirer, ralentir, accélérer, selon où vous êtes et comment vous bougez. Et à partir de là, toute la cosmologie change. Parce que si l'espace peut se courber, alors il peut aussi se dilater. L'univers lui-même peut être en expansion. Alors c'est pas Einstein qui le dit le premier, c'est un Belge, Georges Lemaître, quelques années plus tard. Mais sans les équations de la relativité générale, cette idée n'aurait jamais été possible. En fait, ce que vient de faire Einstein, c'est ouvrir une porte. Une porte qui donne sur un autre univers. Un univers dynamique, vivant, où le temps n'est plus un simple tic-tac, mais un phénomène physique à part entière. Et le plus beau, c'est que tout ça est encore vrai aujourd'hui. La relativité générale, plus d'un siècle plus tard, continue de marcher. Elle est au cœur de tout ce qu'on fait en astrophysique. Elle explique les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la structure de l'univers à grande échelle. Et pourtant, elle n'a pas encore tout dit. Parce qu'il reste encore un mystère que même Einstein
n'a pas pu résoudre. Un domaine où la relativité générale et la mécanique quantique se contredisent. Et en parlant de mécanique quantique, bah oui, quand on parle d'Einstein, on pense tout de suite à la relativité, à l'espace-temps qui se courbe ou à l'équation E égale mc². Et pourtant, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a aussi été l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Oui, le même Einstein qui disait que Dieu ne joue pas aux dés a pourtant lui-même participé à créer une théorie où le hasard joue un rôle central. Et c'est justement ce paradoxe qui rend son lien avec la physique quantique aussi fascinant. Parce qu'il a contribué à la faire naître tout en se battant toute sa vie contre certaines de ses conséquences. Et oui, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'en 1905, il avait écrit un article sur l'effet photoélectrique. Pour rappel, l'effet nous dit que si on éclaire une plaque de métal avec de la lumière, alors dans certaines conditions, on libère des électrons. Einstein avait proposé une solution assez particulière en reprenant les travaux proposés par Max Planck quelques années plus tôt, en disant que la lumière est aussi composée de petites particules d'énergie, qu'on appelle des quantas ou photons. Et plus la lumière est bleue, plus chaque photon est énergétique. Et donc précisément dans ce cas, pour l'effet photoélectrique, si un photon a suffisamment d'énergie, il peut arracher un électron d'un atome de métal. Parce que même en envoyant des millions de photons rouges, rien ne se passe, car ils n'ont pas assez d'énergie. Ça va juste chauffer le métal. Et cette idée est un tournant. Elle veut dire que la lumière, qu'on considérait comme une onde depuis plus d'un siècle, se comporte aussi comme une particule. Elle a une double nature, et c'est le début de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et ça, c'est le cœur de ce que deviendra la physique quantique. Et pour tous ses travaux, Einstein a été récompensé par la plus haute distinction, le prix Nobel. Mais pas pour ses travaux sur la relativité restreinte ou générale. Il la reçoit pour la théorie sur la nature quantique de la lumière grâce à l'effet photoélectrique en 1921. Mais pourquoi ? Parce que ce qu'on retient de lui, c'est la relativité générale, pas l'effet photoélectrique. Alors oui, c'est pas faux, mais le contexte de l'époque était différent. Parce que sa théorie de la relativité générale était encore considérée comme trop abstraite, trop spéculative. Elle dérange aussi certains milieux politiques et académiques, notamment en Allemagne où l'antisémitisme prend de plus en plus de place. Certains critiquent la relativité en la qualifiant de physique juive, une manière de discréditer son travail pour des raisons idéologiques. L'effet photoélectrique en revanche est plus simple, plus expérimental et plus neutre politiquement. Et c'est ce qui le rend acceptable pour le comité Nobel. Mais Einstein ne s'arrête pas là. Il continue de s'intéresser à cette physique étrange qui est en train de naître. Une physique où les particules peuvent se comporter comme des ondes, où le hasard semble fondamental, et où l'observateur joue un rôle dans ce qu'il observe. Pendant que d'autres physiciens comme Niels Bohr ou Werner Heisenberg développent les bases de la mécanique quantique moderne, Einstein reste sceptique. Il admire leur génie, il respecte leur travail, mais il ne veut pas accepter certaines idées. Le hasard par exemple. Dans la vision classique de la physique, tout est déterministe. Si on connaît l'état d'un système à un instant donné, on peut, en principe, prédire son évolution. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Par exemple, si vous avez une balle, que vous la lancez à une telle vitesse, à tel angle, depuis telle altitude, on peut prédire assez précisément où elle tombera, au bout de combien de temps, etc. Mais la mécanique quantique dit que ce n'est plus vrai. On ne peut plus prédire avec certitude ce qu'il va se passer pour un système quantique. On ne peut donner que des probabilités. Et ça, Einstein ne l'accepte pas. Pour lui, la nature ne peut pas être fondamentalement aléatoire. Il pense que la mécanique quantique est incomplète, qu'il manque quelque chose de plus profond qu'on n'a pas encore découvert. Et lors d'une discussion avec Bohr, Einstein lui dit clairement « Dieu ne joue pas aux dés ». Puis Bohr, un peu surpris par cette phrase, lui a répondu « Mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» C'est dans cet esprit qu'il publie en 1935 avec deux collègues un article célèbre connu sous le nom de paradoxe EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. Dans cet article, il imagine une expérience théorique avec deux particules liées entre elles, puis séparées. Si on mesure l'une, on connaît instantanément l'état de l'autre, même si elle est très loin. Et cette corrélation instantanée semble violer le principe fondamental, celui de la localité. Rien ne devrait pouvoir se transmettre plus vite que la lumière. Donc, pour Einstein, soit la mécanique quantique est fausse, soit elle est incomplète. Il pense qu'il existe des variables cachées, des éléments qu'on ne voit pas,
mais qui détermine les résultats des mesures. Il en déduit que la mécanique quantique est une théorie à variables cachées. Pendant des décennies, ce débat reste ouvert. Mais dans les années 1980, un physicien français, Alain Aspect, met au point une expérience capable de tester le paradoxe EPR en laboratoire. Il utilise des photons intriqués et mesure leurs propriétés dans des conditions bien contrôlées. Et le résultat est net. Les particules se comportent exactement comme le prédit la mécanique quantique. Elles sont corrélées même à distance. Et aucun modèle à variable cachée locale ne peut expliquer ces résultats. La nature fonctionne vraiment comme le disent Bohr et Heisenberg, et pas comme le voulait Einstein. Le paradoxe EPR devient une preuve en faveur de la non-localité quantique. Et pourtant, ce sont les critiques d'Einstein qui ont permis d'en arriver là. En posant les bonnes questions, en forçant ses collègues à préciser leurs idées, il a fait avancer la compréhension de la mécanique quantique, même si elle n'était pas d'accord avec elle. C'est un rôle un peu paradoxal, mais essentiel. Einstein a aussi laissé d'autres contributions majeures dans le domaine. Il a proposé l'émission simulée, un processus où un photon peut en déclencher un autre, identique, dans un atome excité. C'est le principe de base du laser, une invention qui ne viendra que des décennies plus tard grâce à Theodor Maiman, mais qui repose entièrement sur cette idée. Il est aussi développé, avec le physicien indien Satyendra Nath Bose, une statistique pour décrire certaines particules, qu'on appelle aujourd'hui les bosons. Ces particules peuvent se regrouper dans un même état quantique, ce qui donne naissance à des phénomènes étranges, comme la condensation Bose-Einstein. À très basse température, un nuage d'atomes peut se comporter comme une seule entité quantique, visible à l'œil nu. Cette prédiction théorique a été confirmée en laboratoire dans les années 1990, bien après la mort d'Einstein. Il y a donc une forme d'ironie dans ce parcours. Einstein a aidé à créer une théorie qu'il n'a jamais vraiment acceptée. Il a fourni certains des outils les plus puissants de la physique quantique, tout en refusant d'en croire les implications. Mais c'est précisément cette tension qui a permis à la science d'avancer, en résistant, en questionnant et en provoquant. Einstein a obligé la communauté scientifique à aller au bout de ses idées. Et aujourd'hui, alors qu'on entre dans l'ère des ordinateurs quantiques, de la cryptographie quantique, des communications quantiques par satellite, on peut dire que la physique quantique a gagné. Mais sans Einstein, elle ne serait pas ce qu'elle est. Il en a été à la fois le père, le contradicteur et le moteur. Mais malheureusement, Einstein sera décédé avant même d'être témoin des résultats des travaux d'Alain Aspect et restera en désaccord avec Bohr. Parce que ce désaccord, Einstein ne le surmontera jamais vraiment, et ça va influencer toute la fin de sa carrière. Dans ces dernières années, il se détache de plus en plus des grands débats de la physique contemporaine. Pendant que les autres avancent à fond dans la mécanique quantique, développent la physique des particules, découvrent de nouveaux éléments du tableau périodique, Einstein, lui, se concentre sur un vieux rêve, unifier les forces de la nature. Il veut trouver une grande théorie unique qui engloberait la gravitation et les autres interactions fondamentales, dans un même cadre mathématique. L'idée est simple. Aujourd'hui, on a plusieurs lois pour décrire les différentes interactions de la nature. Il y a la gravité qui fait tomber les pommes et tourne les planètes. Il y a l'électromagnétisme qui fait marcher les aimants, les moteurs, les antennes. Il y a les forces nucléaires qui maintiennent les noyaux des atomes ensemble. Eh bien, Einstein rêve d'une théorie du tout. Une équation élégante, universelle, qui expliquerait toutes ces forces comme différentes manifestations d'un même phénomène. Un peu comme avec Newton, qui donne une seule et même équation pour la chute des corps ou l'orbite des planètes. À l'époque, l'unification a déjà marché une fois. L'électromagnétisme, justement, c'est la réunion de deux forces qu'on croyait séparées, l'électricité et le magnétisme. Maxwell, au XIXe siècle, avait montré qu'en fait, ce sont les deux faces d'un même phénomène. Et Einstein se dit, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Pendant des décennies, il travaille seul, souvent isolé, sur cette fameuse théorie unifiée. Il noircit les pages de carnet, échange avec quelques mathématiciens et essaie plein de pistes. Mais ça ne marche pas. Il n'arrive pas à intégrer les forces nucléaires, qui sont encore mal comprises à l'époque. Et surtout, il refuse de prendre en compte la mécanique quantique dans ses équations. Ce refus ferme des portes. Alors que la physique moderne avance grâce au modèle quantique, lui s'obstine à chercher une version purement classique. Il s'accroche à une vision du monde qu'il sent justement, mais qui ne colle plus avec les observations. Et puis, il y a cette histoire qu'il appellera lui-même la plus grande erreur de sa vie.
Au tout début de la relativité générale, Einstein pense que l'univers était statique, qu'il ne changeait pas avec le temps. Or, ses propres équations prédisent un univers qui bouge, dynamique, qui s'étend ou se contracte. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Alors, il triche un peu. Il rajoute un terme dans ses équations, une espèce de correcteur mathématique qu'il appelle la constante cosmologique. Ce terme empêche l'univers de s'effondrer ou de s'expandre. Il le fige, comme s'il mettait un frein à l'expansion. Mais quelques années plus tard, les observations montrent que l'univers est bel et bien en expansion. C'est Hubble qui le prouve en regardant les galaxies s'éloigner les unes des autres. Einstein reconnaît que son ajout était une erreur. Il aurait pu prédire l'expansion avant tout le monde, s'il avait eu confiance en ses propres équations. À la place, il a freiné leur portée pour coller à une intuition qui s'est révélée fausse. Il dira plus tard que c'était la plus grande bêtise de sa vie. Alors même si aujourd'hui, la constante cosmologique est revenue en force avec l'énergie noire. Donc peut-être qu'il n'avait pas tout à fait tort non plus. Mais ça, il ne l'aura jamais su non plus. Einstein meurt en 1955, sans avoir trouvé cette fameuse théorie du tout. Et pendant ces dernières années, il reste un peu à la marge du monde scientifique. On l'admire, on le respecte, et il est une icône vivante. Mais ses idées sont toujours au cœur de la recherche. Il devient un personnage presque mythique. Et pourtant, même dans ses erreurs, même dans ses refus, il reste un moteur pour la physique. Parce qu'en s'obstinant, en posant des questions que d'autres laissaient de côté, il a forcé la science à se justifier. Il n'a pas accepté les choses juste parce qu'elles marchaient. Il voulait comprendre en profondeur. Pas des formules qui donnent le bon résultat, mais une vraie vision du monde. Quelque chose qui ait du sens. Et cette exigence, même si elle l'a parfois mis en difficulté, elle a aussi tiré la science vers le haut. Einstein n'a pas tout compris. Il n'a pas tout accepté. Et c'est peut-être ça qui le rend aussi humain. Un homme qui a changé le monde, mais qui jusqu'au bout est resté fidèle à ses intuitions. Même quand elles allaient à contre-courant. Mais il y a quand même une autre erreur qu'il avait faite, moins connue, mais dont les implications vont à l'encontre de ce que pensait Einstein. Elle concerne un domaine actuel, les ondes gravitationnelles. Pour faire simple, ce sont des perturbations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et pourtant, il les avait prédites en 1916, soit un an plus tard, après l'apparition de son article sur la relativité générale. Il avait dit dans cet article que les ondes gravitationnelles pouvaient exister, d'après ses équations. Mais il était perplexe parce que, si c'était le cas, alors ça impliquerait qu'elles pourraient faire onduler l'espace-temps, d'une longueur 1000 fois plus petite qu'un proton. Et pour lui, ce n'était pas concevable. Il a donc écrit un article pour discréditer physiquement et mathématiquement le principe d'onde gravitationnelle avec des arguments mathématiques complexes. Mais il y a un problème. Son article était tout simplement faux. Les mathématiques étaient fausses. Comme on le sait, parce qu'on en a détecté directement pour la première fois le 14 septembre 2015. Alors bien sûr qu'on savait que mathématiquement c'était faux, mais physiquement, on avait un doute. Mais plus aujourd'hui. Et même qu'on détecte la fusion de 2 trous noirs tous les 3 jours. Donc comme quoi, n'ayez pas peur de vous tromper. Mais au-delà des sciences, Einstein était aussi un homme très engagé, avec des idées bien tranchées sur le monde de la guerre, la politique, la religion ou la société. Il n'a jamais hésité à prendre position, même quand ça dérangeait. Déjà, Einstein a vécu à une époque extrêmement mouvementée. Il est né à la fin du 19e siècle. Alors il a traversé 2 guerres mondiales, vu la montée du nazisme, l'exil, la bombe atomique et le début de la guerre froide. Il aurait très bien pu rester concentré sur ses recherches et faire comme si tout n'existait pas. Mais non. Très tôt, il s'est intéressé à la politique. À l'époque de la Première Guerre mondiale, par exemple, la majorité des intellectuels allemands soutiennent la guerre. Einstein, lui, fait partie des rares qui osent dire non. Il signe un manifeste pacifiste, refuse la mobilisation et critique le nationalisme. Il croit profondément que la science doit servir la paix, pas la destruction. Quand les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, il comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Il est juif, il est célèbre, il est pacifiste. Il est exactement le genre de personne que le régime va chercher à faire taire. Alors, il quitte l'Allemagne par peur de la montée de l'extrême droite allemande, pour s'installer aux États-Unis, et devient l'une des figures les plus connues de la communauté scientifique en exil. Et là-bas, il continue à s'engager, contre le racisme, pour les droits civiques, pour la création d'un État juif, et même s'il a une vision très particulière de ce que ça doit être. Et d'ailleurs, en 1952, on lui propose carrément de devenir président d'Israël.
Et il refuse. Pas par mépris, pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il se sent incompétent pour ça. Il dit qu'il a passé sa vie à travailler avec des équations, pas avec des gens. Et qu'un État, ça ne se dirige pas avec une craie et un tableau noir. Sur la question religieuse, là aussi, il a une approche très personnelle. Il est né dans une famille de confession juive, mais non pratiquante. Donc oui, il est juif au sens culturel et communautaire, mais pas religieux. Très tôt, il se détache alors des pratiques religieuses traditionnelles. Très vite, il commence à poser des questions. Trop de questions. Et surtout, il se rend compte que ce qu'on lui raconte dans les livres religieux ne colle pas avec ce qu'il observe dans la nature, dans les lois physiques. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est athée pour autant. Là aussi, c'est une idée reçue. Einstein ne croit pas en un Dieu personnel, un Dieu qui écoute les prières et qui intervient dans la vie des gens. Ce genre de Dieu-là, il n'y croit pas du tout. Par contre, il croit profondément en quelque chose. Pas une religion, mais une sorte de mystère, une beauté de l'univers, une cohérence, une structure si parfaite qu'elle dépasse l'entendement humain. Il parle souvent du Dieu de Spinoza, pour expliquer ça. Un Dieu qui ne parle pas, qui ne juge pas, mais qui est présent dans l'ordre du monde, dans les lois naturelles, dans l'élégance des équations. Il disait que plus il comprenait le fonctionnement de l'univers, plus il le ressentait comme une forme d'admiration, presque vénération devant sa complexité et son harmonie. Alors c'est pas une foi au sens religieux, mais une forme de spiritualité scientifique, un émerveillement permanent devant la beauté du réel. Et pour lui, ça, c'est déjà énorme. C'est ce sentiment qui le poussait à chercher, à comprendre, à aller toujours plus loin. Pas pour prouver qu'il avait raison, mais parce qu'il était convaincu que derrière la réalité visible, il y avait un ordre encore plus profond, encore plus incroyable. Et ça pour lui, c'était sacré. Je me permets juste de faire une petite aparté à ce sujet-là. Peut-être qu'il y en a qui seront juifs, chrétiens, musulmans, qui regarderont cette vidéo. Sachez que je tiens personnellement à ne pas vous manquer de respect. Là, je vous retranscris juste ce qu'on a pu trouver comme information sur Einstein et ce qu'il pensait des religions. Donc sachez que moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut et voilà, il n'y a aucun souci quoi. Dans sa vie quotidienne, Einstein était simple. Il s'en fichait complètement du luxe, de la mode, de la célébrité. Il portait souvent les mêmes habits, il marchait en chaussons et il n'avait même pas de ceinture. Il disait que ça lui évitait d'avoir à réfléchir à des choses inutiles. Il passait ses journées à lire, à écrire, à penser et il adorait la musique, surtout Mozart et Bach. Il jouait du violon, du piano. Et même dans ses rapports aux autres, il était toujours calme, souvent drôle, un peu lunaire, mais profondément humain. Il écrivait des lettres, répondait aux enfants qui lui demandaient ce qu'était la lumière ou le temps. Il n'a jamais pris la grosse tête, même quand il est devenu l'homme le plus célèbre du monde. Mais s'il y a bien un sujet où son nom est souvent mal compris, c'est la bombe atomique. Beaucoup de gens croient encore aujourd'hui qu'Einstein est le père de la bombe atomique, qu'il l'a inventée, qu'il l'a construite ou qu'il l'a voulu. Mais après tout ce que je vous ai dit, ça paraît un peu contradictoire et paradoxal, non ? En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est vrai, c'est que sa célèbre équation E = mc², explique que la masse peut être transformée en énergie. Mais elle ne découle pas de l'élaboration de la bombe. Et c'est cette idée qui est au cœur du fonctionnement d'une bombe nucléaire. Mais Einstein, lui, n'a jamais travaillé directement sur le projet Manhattan, celui qui a mené à la bombe américaine. Il n'a participé à aucun test, à aucun calcul et à aucun plan. Ce qu'il a fait, en revanche, c'est avertir. En 1939, il apprend que des scientifiques en Allemagne ont découvert la fission nucléaire. En clair, ils ont réussi à casser le noyau d'atomes et à libérer une énorme quantité d'énergie. Einstein et Oppenheimer comprennent tout de suite que cette découverte peut mener à une arme. Mais il sait que si les nazis la développent les premiers, c'est peut-être catastrophique. Alors, poussé par son collègue Szilard, il écrit une lettre ouverte au président Roosevelt. Il lui explique que les États-Unis doivent se préparer, qu'ils doivent prendre ça au sérieux. Et c'est cette lettre qui va déclencher les premières recherches sur la bombe aux États-Unis. Mais après ça, Einstein est mis à l'écart. Il est jugé trop pacifiste, trop incontrôlable. Il ne sera jamais associé officiellement au projet. Et plus tard, il le regrette. Il dira que s'il avait su que l'Allemagne ne réussirait pas à construire la bombe, il n'aurait jamais écrit cette lettre. Il est bouleversé par les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Il passe la fin de sa vie à militer pour le désarmement, pour la paix, pour un monde où la science servirait à construire et pas à détruire. Einstein, ce n'était pas juste un cerveau. C'était un être humain sincère, engagé. Un homme qui, malgré son génie, est resté curieux, humble, parfois entêté,
mais toujours du côté de la paix, de la vérité et de la beauté du monde. Il a vu les pires horreurs du XXe siècle. Il a vécu l'exil, la guerre, la peur, mais il n'a jamais cessé de croire que la science, la vraie, celle qui cherche à comprendre le monde, pouvait nous rendre meilleurs. Pas plus puissants, mais meilleurs. Au final, quand on regarde la vie d'Einstein dans son ensemble, ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'intelligence ou le génie, c'est le parcours. Celui d'un enfant curieux, pas très fan de l'école, qui pose des questions que personne ne pose, qui n'a pas peur de remettre en cause ce qu'on croit savoir, et qui, à force de réflexion, d'intuition, de patience, finit par changer notre vision du monde. Einstein, c'est pas juste des équations compliquées ou une image sur des posters, c'est une façon de penser. Une manière de douter, d'explorer, de chercher un peu plus loin que ce qui semble évident. Il a mis la lumière sur des choses qu'on ne voyait pas. Il a bousculé les idées reçues et il a ouvert une porte à des plans entiers de la physique moderne. Aujourd'hui encore, ces idées résonnent partout. Dans les satellites, dans les GPS, dans les ondes gravitationnelles, dans la façon dont on comprend l'univers. Et surtout, dans l'état d'esprit qu'il a transmis. Le goût de la curiosité, le refus de certitude, la passion de comprendre. Ce qu'il nous a légué, c'est bien plus qu'une théorie. C'est une boussole, un autre regard sur le réel, et peut-être un autre regard sur nous-mêmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une théorie du tout. Donc, une théorie qui bouleverserait toute notre vision de l'univers. Il existe une théorie qui est l'une des plus fascinantes selon moi, qui serait candidate à cette théorie du tout. On l'appelle la théorie des cordes. J'ai fait un documentaire entier de 1 heure sur cette vidéo-là, elle s'affiche ici, et si vous souhaitez voir un autre sujet, je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête. Vous allez voir, c'est les meilleures vidéos de ma chaîne, et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne chaque jour. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, et surtout, à quel âge on devrait faire un enfant aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Zaburlos, à bientôt.